Bonjour, vous venez pour le poste? Bonjour, oui tout à fait, voici mon CV, ma date de motivation. Oui, on s'en fout. Ici on applique des méthodes de recrutement basées sur la sélection naturelle. Entrez dans cette pièce, vous allez comprendre. Il fait tout noir ici, normal? Oh pardon, j'ai oublié la lumière. Je reviens vous chercher demain, bonne chance. Eh bien bravo, vous êtes engagé. Salut, c'est Didymitle pour le 5e épisode d'Esprit Critique. Aujourd'hui, on va parler du darwinisme social. Mais en fait, ce sera un vil prétexte pour parler des rapports entre science et politique. Même si on peut trouver des précurseurs du libéralisme bien avant, c'est au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, qu'on trouve les philosophes considérés comme les fondateurs du libéralisme. On peut citer Locke, Hume, Montesquieu, Voltaire, etc. Cette philosophie politique se base sur l'idée qu'il existe des droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, qui existent depuis toujours, qu'ils soient ou non respectés par les pouvoirs politiques de telle ou telle époque. Les libéraux ne sont pas tous d'accord sur la liste de ces droits, mais il y en a deux qui font à peu près consensus parmi tous les auteurs: la liberté et la propriété privée. Ils ne sont pas non plus tous d'accord sur l'origine de ces droits, mais la plupart des auteurs libéraux de l'époque sont déistes et ils considèrent que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Il a créé l'homme avec une certaine nature, et c'est cette nature humaine qui justifie l'existence des droits naturels. Cette philosophie se décline sur tous les aspects de la société humaine. Les libéraux font des propositions en matière d'institutions, de morale, de mœurs, etc., qu'on aura l'occasion d'aborder dans d'autres épisodes. Mais un des aspects du libéralisme a largement pris le pas sur les autres pour en devenir le moteur principal, et c'est le libéralisme économique. Adam Smith est considéré à la fois comme le principal fondateur du libéralisme économique et comme le principal fondateur de l'économie comme discipline scientifique. Avec son livre intitulé Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, ou plus simplement La richesse des nations, publié en 1776. La thèse principale d'Adam Smith, c'est que la nature humaine nous pousse spontanément à échanger des biens et des services, à fonder naturellement des marchés, basés d'abord sur le troc puis sur la monnaie. Les humains étant naturellement faits pour le marché, quand les individus peuvent commercer librement en cherchant simplement chacun leur intérêt personnel, un équilibre naturel apparaît, la main invisible du marché permettant d'obtenir le système le plus juste possible. Alors à ce stade, une précision s'impose. Quand Adam Smith parle d'un système juste, il ne parle pas d'un système où la richesse et le bonheur seraient à peu près partagés équitablement, mais d'un système méritocratique, où ceux qui méritent beaucoup ont beaucoup, et ceux qui méritent moins ont moins. C'est une erreur d'interprétation très courante, aussi bien chez les adversaires que chez les partisans actuel du libéralisme. Aujourd'hui, le débat sur le libéralisme tourne souvent autour de questions telles que est-ce que le libéralisme fait le bonheur de tous? Les antilibéraux disent que non, puisqu'il y a plein de malheurs dans la société libérale, et les néolibéraux leur répondent que s'il y a du malheur, c'est parce qu'on n'a pas assez appliqué le libéralisme. Mais ni Adam Smith, ni aucun des autres fondateurs du libéralisme n'a jamais prétendu que le libéralisme faisait le bonheur de tous. Au XIXe siècle, le libéralisme est triomphant dans toute l'Europe, mais principalement au Royaume-Uni qui a pris de l'avance sur la révolution industrielle. Et à l'époque, aucun libéral ne cherche à cacher le fait qu'il considère que tout le monde n'a pas droit aux richesses et au bonheur. Chacun naît avec plus ou moins de talent, et le rôle de la libre concurrence, c'est de permettre à ces talents de s'exprimer et d'être récompensés à leur juste valeur, chacun accumulant autant de richesses que leurs talents le leur permettent. Du coup, dans un monde de libre marché, la richesse est la mesure des talents et donc des mérites d'un individu. Et le pouvoir, politique comme économique, doit être réservé aux plus méritants, qu'on reconnaît grâce à leur richesse. Aucun libéral du 19e siècle ne trouve problématique qu'il y ait de la misère, du moment qu'elle est réservée aux moins méritants. Et même mieux, si la misère les empêche de survivre, la société gagnera à être purgée de ses membres les moins talentueux. Pour les libéraux, l'être humain est fait pour le marché et la libre concurrence. Et quand les États s'interposent pour réguler le commerce, ils vont contre la nature humaine. C'est donc dans ce contexte, le libéralisme triomphant de l'Angleterre victorienne, que Darwin publie en 1859 De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou plus simplement, l'origine des espèces. A priori, Darwin n'a aucune motivation d'ordre économique ou politique, il s'inscrit simplement dans les débats de son époque sur la biologie. La majorité des scientifiques de l'époque étaient fixistes, ils pensaient que les espèces étaient immuables, qu'elles n'évoluaient pas. Mais Darwin n'a pas inventé ce qu'on appelait à l'époque le transformisme. D'autres que lui, en particulier Lamarck, avaient déjà proposé des systèmes où les espèces se transforment et descendent les unes des autres. La spécificité de Darwin, c'est le mécanisme qu'il propose pour cette transformation, la sélection naturelle. J'ai déjà pas mal développé cette idée dans l'épisode précédent,
précédent, mais je vais la résumer. Les ressources évoluent moins vite que la reproduction des êtres vivants. Il n'y a donc pas assez de ressources pour tout le monde. D'autre part, des mutations apparaissent au hasard dans toutes les populations, et les mutations d'un individu se transmettent à ses descendants. Dans la compétition pour l'accès aux ressources, tous les individus n'ont donc pas les mêmes atouts de départ. Ceux qui souffrent de mutations désavantageuses auront moins d'accès aux ressources, ils vivront moins longtemps et se reproduiront moins. Donc leurs mutations finiront par disparaître du groupe. Ceux qui bénéficient de mutations avantageuses, au contraire, auront plus d'accès aux ressources, ils vivront plus longtemps et se reproduiront plus. Et leurs mutations finiront par se répandre dans tout le groupe. C'est comme ça que les espèces se transforment au fil du temps. Vous l'avez peut-être remarqué, le résumé que je viens de faire n'est pas si résumé que ça, et pourtant il est très incomplet. Même en y ajoutant les précisions de l'épisode précédent, il manque toujours des éléments. Et pourtant, même ce résumé très incomplet semble avoir été encore trop compliqué pour beaucoup de gens. D'abord, on a imposé à Darwin un terme qui ne lui convenait pas pour sa théorie, l'évolution. Mais on a aussi simplifié à l'extrême le mécanisme de la sélection naturelle en le remplaçant par des slogans. On est passé de « les mutations les mieux adaptées à un certain environnement se transmettent mieux dans cet environnement » à « la survie du plus apte, la survie du plus fort, voire la loi du plus fort ». Et l'un des principaux responsables de cette simplification, c'est un certain Herbert Spencer. Philosophe et sociologue anglais, mais aussi libéral convaincu, Spencer avait déjà développé sa propre vision de l'évolution avant même la publication de l'origine des espèces. Et c'est en entretenant a posteriori une confusion entre ses théories et celles de Darwin qu'il a imposé son interprétation de la sélection naturelle pendant presque un siècle. Spencer voit dans la sélection naturelle une confirmation scientifique des intuitions de l'idéologie libérale. Et c'est cette justification du libéralisme par la sélection naturelle de Darwin qu'on appelle le darwinisme social, même si on devrait plutôt appeler ça le spencerisme. D'après Spencer, Darwin a prouvé que la compétition, la concurrence est naturelle chez l'être humain, puisqu'elle est naturelle chez tous les animaux. Il a aussi montré qu'il y a une mesure objective des talents des individus basée sur les mutations avantageuses ou désavantageuses, que les différences entre les individus sont innées, et que l'éducation et la culture n'empêcheront pas un individu médiocre de rester médiocre. Au final, toujours pour Spencer, Darwin a prouvé que le mieux à faire pour qu'un groupe s'améliore, c'est de laisser les inégalités naturelles et innées entre les individus s'exprimer pleinement. Laisser les individus talentueux profiter de leurs talents, et les individus médiocres disparaître du fait de leur médiocrité. Spencer ne permet pas seulement au libéralisme de se sentir conforté dans ses théories, il le rend encore plus violent, en désignant toute forme d'entraide, de solidarité, de protection des faibles comme un crime contre l'espèce humaine. En empêchant les forts d'écraser les faibles comme l'exige la nature, on permet à des mutations handicapantes de se répandre. Donc les politiques sociales nous condamnent à la dégénérescence et à la disparition. Partout où les théories de Darwin ont eu du succès, celles de Spencer sont venues dans les bagages. Le spencerisme a justifié la violence extrême du libéralisme du 19e siècle et une lutte acharnée contre toutes les formes de solidarité. C'est d'ailleurs amusant de voir que ce qui a plutôt préservé la France du spencerisme à l'époque, c'est que les Français étaient trop chauvins pour accepter les théories de Darwin. Ils préféraient leur Jean-Baptiste Lamarck national. Mais Darwin lui-même, qu'est-ce qu'il en pensait de tout ça ? En dévoilant sa théorie, Darwin savait qu'il allait non seulement à l'encontre du consensus scientifique de l'époque, mais surtout à l'encontre de la doctrine de l'Église, et que l'opposition serait forcément violente. Pour atténuer un peu le choc, il a donc décidé de ne pas du tout parler des humains dans l'origine des espèces. Et ce n'était pas vraiment une bonne idée. L'exposé de sa théorie parlant de l'ensemble du vivant, on se doute bien à la lecture que l'Homo sapiens est lui aussi concerné. Et ses opposants ne s'y sont pas trompés en l'attaquant là-dessus sans attendre qu'il s'exprime sur le sujet. Mais surtout, le silence de Darwin a permis à d'autres de parler à sa place. On peut citer Ernst Haeckel qui l'a utilisé pour justifier le racisme, Francis Galton pour l'eugénisme, et bien sûr Herbert Spencer pour le soi-disant darwinisme social. Avec les correspondances privées de Darwin, on sait maintenant qu'il n'appréciait pas ces théories, particulièrement le spencerisme. Mais pourtant, il a gardé le silence pendant 12 ans, avant de prendre enfin la parole dans son livre de 1871, La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe. Et ce livre est une réfutation point par point du spencerisme. Voyons quelques arguments darwinistes contre le spencerisme, dont certains sont en fait perceptibles dès l'origine des espèces d'ailleurs. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, la notion de mutation avantageuse ou handicapante dépend entièrement du milieu. Un avantage dans un certain milieu peut être un handicap dans un autre milieu, et inversement. Personne ne peut donc dire qui est mieux ou moins bien adapté dans l'absolu, ça dépend du milieu dans lequel on vit. Et l'être humain vivant dans des milieux très variés, ça veut dire que les mieux adaptés ne sont pas les mêmes partout. Mais mieux que ça, le milieu ne peut pas être considéré comme une donnée fixe, il évolue
évolue sans cesse. Bien sûr, le climat, les montagnes, les fleuves, etc., tout ça se modifie très lentement. Mais le milieu d'un être vivant, c'est d'abord les autres êtres vivants. Notre milieu se transforme en permanence à mesure que se transforment les espèces autour de nous, ce qui fait déjà des changements plus rapides. Du coup, la notion d'adaptation devient provisoire, et il est impossible de dire si un avantage actuel ne deviendra pas un handicap dans le futur ou inversement. Et puis, les êtres vivants qui nous entourent, ce sont nos prédateurs, nos proies, nos maladies, nos parasites et tout l'écosystème autour, mais aussi et surtout les autres individus de notre espèce. La notion de sélection sexuelle est un bon exemple de ça. À partir du moment où une espèce se reproduit par la sexualité, chaque individu a le pouvoir d'augmenter ou baisser les chances des autres de se reproduire en acceptant ou non d'avoir des relations sexuelles avec eux. Du coup, les goûts de chacune et chacun en matière de partenaires sexuels deviennent eux-mêmes une pression sélective. Par exemple, s'il ne fallait s'adapter qu'à ses prédateurs, la queue des pans mâles serait absurde. Mais elle s'explique parce que les femelles pans choisissent les mâles en fonction de la taille et des couleurs de leur queue. On peut donc avoir des pressions contradictoires dans un même milieu, et ça devient compliqué de peser le pour et le contre pour prévoir ce qui sera réellement statistiquement avantageux au final. On peut même penser que c'est justement parce que les pans mâles se mettent en danger avec leurs plumes immenses et colorées que les femelles les choisissent. S'ils ont survécu malgré l'énorme appôt à prédateurs qu'ils se tramalent aux fesses, c'est qu'ils sont plutôt doués pour la survie. Par ailleurs, dès qu'un animal vit en groupe, il y a des pressions sélectives dues au groupe lui-même et à sa survie, qui là encore peuvent s'opposer radicalement aux pressions sélectives exercées sur un individu seul. Les animaux sociaux développent des capacités spécifiques, comme un blanc de l'œil visible et contrasté par rapport à la pupille, pour que chacun voit plus facilement la direction du regard de l'autre, et plein d'autres adaptations qui favorisent la communication et l'empathie, ce qui aboutit à des comportements opposés à la compétition, comme l'entraide. Les groupes qui pratiquent l'entraide ayant plus de chances de survie que ceux qui s'entretuent, cette pression sélective se répercute sur les individus, pour qui il devient avantageux pour leur propre intérêt de s'occuper de l'intérêt des autres. C'est ce qu'on appelle l'effet réversible de la sélection naturelle. Enfin, l'humain est un animal très particulier. On a acquis une puissance phénoménale pour modeler notre propre environnement. On a exterminé ou dominé tous nos anciens prédateurs, on soigne des maladies, et tout ça c'est moins de pression sélective. On l'a vu, c'est justement ça qui fait peur aux spenceristes. Ils considèrent que moins de pression sélective conduit à une dégénérescence de l'espèce, parce qu'on permet à des mutations handicapantes de se répandre. Sauf que, précisément, la conséquence de la disparition de ces anciennes contraintes, c'est que ces mutations ne sont plus handicapantes pour nous. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter qu'elles se transmettent. Et la disparition de ces pressions sélectives ne signifie pas la fin de la sélection naturelle. Elles sont remplacées par de nouvelles pressions sélectives, comme la surpopulation, la raréfaction des ressources, la pollution, la guerre, les accidents nucléaires. Et à chaque fois qu'on guérit des problèmes de santé et qu'on allonge l'espérance de vie, on découvre de nouveaux problèmes de santé qu'on ne connaissait pas avant parce qu'on mourait avant d'avoir le temps de les développer. Mais surtout, nous inventons toutes sortes de cultures, d'institutions, de religions, de sociétés, qui à leur tour exercent une pression sélective dans des sens très variés. Et les cultures, ça change bien plus vite que les espèces. Les libéraux ont choisi de défendre un modèle de société basé sur la concurrence. Et dans ce monde-là, effectivement, peut-être que chacun aurait intérêt à être égoïste. Mais si les libéraux ont besoin de défendre ce modèle de société, c'est bien qu'il n'est pas le seul possible. Et les pressions sélectives ne seront pas les mêmes dans l'ancien régime, ou dans un régime communiste ou anarchiste par exemple. Et puis même notre modèle de société capitaliste n'est pas que capitaliste. Il y a plein d'aspects de notre vie dans la société moderne qui ne sont pas basés sur la concurrence. Si on choisissait un système où les égoïstes sont systématiquement condamnés à mort, être égoïste, ça deviendrait le pire handicap possible pour la survie dans ce nouveau milieu. Évidemment, c'est un exemple extrême, mais l'important c'est de se rendre compte que nous devenons les auteurs de nos propres pressions sélectives, et qu'on peut donc les choisir en choisissant notre société. Et tout à coup, quand on en prend conscience, les limites entre l'inné et l'acquis, entre les gènes et l'environnement deviennent parfaitement floues. Rien n'est inné, rien n'est acquis, tout est à la fois inné et acquis. Une adaptation, c'est l'adéquation temporaire entre des gènes particuliers et un environnement particulier, et tout ça change en permanence. Bon, avec tous ces arguments, on peut déjà dire que le darwinisme ne donne pas raison au spencerisme. Mais est-ce qu'il lui donne tort ? Bah non, pas vraiment. La notion de compétition est beaucoup plus complexe dans la sélection naturelle que dans le projet de société libérale, mais on ne peut pas nier qu'elle en fait partie. Et si les libéraux rêvent que la société humaine ressemble à la compétition entre individus dans les espèces non sociales, c'est leur droit. J'aurais voulu être un prodige. Simplement, ils ne peuvent pas dire que la sélection naturelle nous prouve qu'il faut défendre ce projet de société. Non seulement parce que la sélection naturelle est beaucoup plus complexe, mais surtout, parce que la science ne peut pas nous dire ce qu'il faut faire. Le rôle de la science, c'est de nous dire comment le monde fonctionne, ce qu'il est possible ou pas de faire. Elle peut même prévoir les conséquences de nos choix, mais le choix lui-même, la décision finale,
dépend de choses sur lesquelles la science n'a rien à dire. Notre morale, notre éthique, nos croyances, nos valeurs, nos envies, nos craintes, nos goûts, bref, notre subjectivité. Pour le dire de façon plus savante, la science est descriptive, elle n'est pas prescriptive. Quand la science nous dit qu'il est possible d'obtenir une grande quantité d'énergie en divisant des atomes, elle ne nous dit pas si on doit ou non fabriquer et utiliser des bombes atomiques. De la même façon, quand la science nous dit que la compétition est l'un des moteurs de la sélection naturelle, elle ne nous dit pas si on doit ou non choisir un modèle de société basé sur la compétition. Dimitri, je suis ton toi du passé en train d'essayer de faire un épisode pour démonter le racisme à partir de données scientifiques. Tu serais pas en train de me contredire par hasard? Bah non. Parce que, comme le dit Étienne Klein, la science ne nous dit pas ce que nous devons penser, mais parfois elle nous indique ce que nous ne pouvons plus croire. Ah, je sens que c'est pas clair. Alors reprenons. Construire une idéologie politique, ça se fait en 3 étapes. Étape 1, on fait un constat du monde tel qu'il a été jusqu'à maintenant. Étape 2, on imagine comment le monde devrait être. Étape 3, on élabore une méthode pour passer du monde tel qu'il est au monde tel qu'il devrait être. Et c'est cette méthode qui deviendra notre projet politique. À l'étape 1, la science a toute sa place. Décrire le monde, c'est son boulot. Elle est aussi très utile pour l'étape 3. Une fois qu'on a un point de départ et un point d'arrivée, la science peut nous aider à trouver la méthode la plus efficace pour se rapprocher de notre idéal à partir du monde actuel. La partie où la science n'a rien à dire, c'est l'étape 2, le choix de notre idéal de société. Il peut être très différent du monde actuel ou juste un peu différent. Il peut correspondre à un monde qui a déjà existé dans le passé ou à un tout nouveau monde qui n'a jamais existé. Et si le monde actuel nous convient, notre monde idéal, ce sera le monde actuel. On résume souvent le spencerisme comme ça. La sélection naturelle fonctionne sur la compétition, donc on doit favoriser la compétition dans la société humaine. Sauf que, en le disant comme ça, on passe directement de l'étape 1 à l'étape 3 en passant sous silence l'étape 2. En fait, le spencerisme, c'est plutôt étape 1, la sélection naturelle fonctionne sur la compétition. Étape 2, nous devons calquer la société humaine sur la nature. Étape 3, donc on doit favoriser la compétition dans la société humaine. Sur l'étape 1, on peut dire que la science dit ouais, la sélection naturelle fonctionne sur la compétition, mais pas seulement. Sur l'étape 2, la science n'a rien à dire. Nous devons calquer la société humaine sur la nature, ce n'est ni vrai ni faux. On ne peut faire aucun protocole scientifique pour tester cette affirmation. C'est juste une question de valeur personnelle. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée, mais je ne peux pas démontrer scientifiquement que ceux qui le pensent ont tort. Enfin, si on admet l'étape 1 et l'étape 2, la science confirme l'étape 3. La méthode pour calquer la société humaine sur une nature qui fonctionne sur la compétition, c'est évidemment de favoriser la compétition. Dans cet objectif, la science peut même fournir des méthodes plus précises. Supprimer les aides sociales et les impôts redistributifs, tout privatiser, abolir les frontières douanières, etc. Et si on juge cette méthode par rapport à ses objectifs, on peut constater qu'elle est très efficace. Donc si on reprend la totalité du raisonnement, à aucun moment la science ne peut clairement confirmer ou contredire le spencerisme. Tout au plus, elle peut apporter des nuances sur l'étape 1, mais c'est surtout une question de valeur qui dépend en grande partie de l'étape 2. Prenons le racisme maintenant. Étape 1, l'espèce humaine est naturellement divisée en races hiérarchisées. Étape 2, nous devons calquer la société humaine sur la nature. Étape 3, donc on doit respecter et préserver la hiérarchie des races au sein de la société, en combattant le métissage, en pratiquant la ségrégation raciale, l'eugénisme, voire le génocide, en donnant des privilèges à la race supérieure, etc. Sur l'étape 1, la science dit clairement non. L'humanité n'est pas divisée en races. Et même chez les espèces qui sont réellement divisées en sous-espèces, aucune n'est supérieure à l'autre. Elles sont chacune autant adaptées à leur milieu particulier. Et puis d'une manière générale, la notion de hiérarchie n'est pas scientifique. Elle dépend toujours d'un choix subjectif et arbitraire de critères. Sur l'étape 2, c'est la même que pour le spencerisme. La science n'a toujours rien à dire, c'est toujours une question de valeur. Mais à nouveau, sur l'étape 3, la science contredit les thèses racistes. Puisque les races n'existent pas, il ne peut pas y avoir de méthode pour les respecter et les préserver dans la société. En fait, si une idéologie ne passe pas l'étape 1, si elle se trompe sur le constat de départ, il n'y a même pas besoin de regarder les étapes suivantes pour savoir que l'étape 3 sera irrationnelle. Imaginons maintenant que la science donne un jour raison aux racistes sur l'étape 1. Finalement, il existerait bien des races et elles seraient objectivement hiérarchisées. Dans ce cas, il resterait quand même 2 étapes aux antiracistes pour s'opposer au racisme. Parce que déjà, la science n'a toujours rien à dire sur l'étape 2. Même si les races existaient, et même si on pouvait établir une hiérarchie, rien ne nous empêcherait de choisir quand même de traiter toutes les races à égalité dans la société humaine. Et puis, la science contredirait quand même les racistes à l'étape 3. Même si on voulait maintenir la supériorité d'une race supérieure, quel que soit le critère qu'on prend pour définir cette supériorité, la meilleure méthode ne serait pas du tout la ségrégation, qui mène à plus de consanguinité, à un appauvrissement du pool génétique, moins de chances de s'adapter au changement de l'environnement. Non, la meilleure méthode, ce serait au contraire le métissage. C'est ce qui donne à un groupe les meilleures chances de profiter des mutations avantageuses qui pourraient apparaître dans les autres races, et de s'assurer que les mutations désavantageuses disparaîtront plus vite. Cette hypothèse où la science nous dirait que les
les races existent n'est pas qu'une hypothèse. Au 19e siècle, c'est ce que disaient la plupart des scientifiques. Et ça n'a pas empêché les mouvements antiracistes de naître en même temps que le racisme. Les antiracistes de l'époque croyaient tout autant que les racistes à l'existence des races humaines. Beaucoup croyaient même en une hiérarchie naturelle entre les races. Mais ils n'étaient pas d'accord avec les racistes sur l'étape 2, et donc sur l'étape 3. Ils n'étaient pas d'accord pour calquer la société humaine sur la nature. Ils pensaient que la volonté d'égalité et de justice devait dépasser la volonté d'imiter la nature. Et ça n'a rien d'extraordinaire, on fait ça dans plein d'autres domaines. Personne ne nie qu'il y a objectivement des différences entre un grand et un petit, entre un vagin et un pénis, entre une vieille et une jeune, entre un malade et un bien portant, entre une génie et un imbécile, etc. Et il n'est pas bien difficile de choisir arbitrairement des critères pour les hiérarchiser. Par exemple, organiser une course entre une championne olympique et une grand-mère arthritique. Vous n'aurez aucun mal à établir une hiérarchie. Est-ce qu'on doit pour autant donner moins de droits à la grand-mère qu'à la championne? Bah, ça dépend de vos valeurs. On doit constater que depuis que la science a réfuté l'existence des races, l'antiracisme est plus facile à défendre. Et ce serait dommage de ne pas profiter de cet avantage. Mais n'oublions pas que si un jour les scientifiques changeaient d'avis, les antiracistes pourraient continuer à se battre sur le plan éthique. Pour résumer, si les races existaient, ça ne justifierait pas pour autant le racisme. Mais puisque les races, jusqu'à preuve du contraire, n'existent pas, alors le racisme n'est pas seulement condamnable au plan éthique. Il est aussi irrationnel. De la même façon, depuis qu'on sait que la Terre est ronde, toutes les idéologies qui supposeraient au départ que la Terre est plate peuvent être rejetées parce qu'elles sont irrationnelles, avant même de se demander ce qu'elles valent au plan éthique. De nos jours, le spencerisme a été largement abandonné. Peu de libéraux justifient encore leur idéologie par la sélection naturelle. Les progrès de la science ont rendu la sélection naturelle bien trop complexe et nuancée pour être récupérée aussi facilement qu'avant. Mais surtout, ce qui a changé depuis le 19e siècle, c'est notre éthique. Affirmer que les faibles doivent mourir dans l'indifférence, c'est devenu beaucoup moins acceptable qu'à l'époque. Pour beaucoup de gens, ça paraît même invraisemblable de penser qu'un tel discours ait pu sembler normal il n'y a pas si longtemps dans le passé. Les néolibéraux sont donc revenus à des arguments plus classiques d'Adam Smith en les réactualisant un peu. Il y a énormément de choses à dire sur ces arguments, aussi bien au plan éthique que scientifique. Donc on est loin d'en avoir fini avec le libéralisme, on va y revenir dans plusieurs épisodes. En attendant, souvenez-vous que si la science a un rôle important à jouer en politique, elle ne suffira jamais à départager les idéologies. Avec les mêmes données scientifiques de départ, on n'aboutira pas aux mêmes conclusions selon notre idéal de société, donc selon nos valeurs personnelles. Tout idéologue qui prétend se baser entièrement sur la science passe forcément sous silence l'étape 2 de son raisonnement. Et si elle est suffisamment ancrée dans les préjugés de chacun, personne ne s'en rendra compte. Cette étape 2, le choix subjectif d'un idéal, c'est ce qui distinguera toujours une idéologie d'une théorie scientifique. Et c'est pour ça que la politique ne pourra jamais être une science, même si elle a beaucoup à apprendre de la science. En fait, même sans se réclamer de la science, la plupart des leaders politiques passent sous silence cette étape, consciemment ou non, parce qu'ils ont intérêt à cacher ou ne pas voir la part de subjectivité dans leur projet. Et tant qu'on ne prend pas conscience que tout le monde n'a pas le même avis sur ce qu'est un monde idéal, les débats politiques deviennent vite stériles et inefficaces. La plupart des débats politiques nous sont présentés comme si tout le monde faisait le même constat de départ et avait les mêmes objectifs, et on donne l'impression que tout le débat se situerait sur la méthode. Mais tant qu'on croira à cette fable, on ne comprendra rien à la politique. L'essentiel des batailles politiques vient du fait qu'on n'a pas tous le même idéal. Voilà, c'était l'épisode 5 d'Esprit Critique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à pouce bleuter, à vous abonner évidemment. Et comme ce serait vraiment cool si je pouvais arriver à en vivre un peu sans avoir à monétiser les vidéos, pensez à Tipeee. Et merci aux tipeurs qui sont là depuis le début. On a dépassé les 1000 abonnés, merci beaucoup, je suis super content. Et je me dis que c'est l'occasion de faire une petite vidéo FAQ. Posez-moi vos questions en commentaire de la vidéo, ou un peu où vous voulez, et puis j'y répondrai donc dans une prochaine vidéo. Enfin bref, c'est une FAQ quoi, vous savez comment ça marche. Merci encore et à bientôt. Mais Charles, je croyais que tu étais mon ami. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans mon laboratoire? Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a une opération amicale contre la boue nous appartient désormais. Jaconflax, tu me reconnais pas? Ouais, écoutez, monsieur, je ne vous connais pas, vous sortez de mon labo. Voilà, Fiondugue, on en est où du dossier Conquête du Monde? Bah je sais pas, y'a Zorglar, il a pété la photocopieuse. Et je voulais demander à Jours, mais elle veut plus me parler. Elle dit que je vais piquer son agrafeuse. Alors que c'est Moublax qui est parti avec jeudi. Et comme elle est en RTT, bah j'ai dit à Jours, t'as qu'à appeler Moublax, tu verras bien. Mais elle veut pas parce qu'elle a plus de forfait sur son mobile. Et elle dit qu'elle a pas le droit d'appeler avec le téléphone du bureau à cause des nouvelles règles. Le jour même, elle a décidé de faire des économies.
disaient la plupart des scientifiques. Et ça n'a pas empêché les mouvements antiracistes de naître en même temps que le racisme. Les antiracistes de l'époque croyaient tout autant que les racistes à l'existence des races humaines. Beaucoup croyaient même en une hiérarchie naturelle entre les races. Mais ils n'étaient pas d'accord avec les racistes sur l'étape 2, et donc sur l'étape 3. Ils n'étaient pas d'accord pour calquer la société humaine sur la nature. Ils pensaient que la volonté d'égalité et de justice devait dépasser la volonté d'imiter la nature. Et ça n'a rien d'extraordinaire, on fait ça dans plein d'autres domaines. Personne ne nie qu'il y a objectivement des différences entre un grand et un petit, entre un vagin et un pénis, entre une vieille et une jeune, entre un malade et un bien portant, entre une génie et un imbécile, etc. Et il n'est pas bien difficile de choisir arbitrairement des critères pour les hiérarchiser. Par exemple, organiser une course entre une championne olympique et une grand-mère arthritique. Vous n'aurez aucun mal à établir une hiérarchie. Est-ce qu'on doit pour autant donner moins de droits à la grand-mère qu'à la championne? Ça dépend de vos valeurs. On doit constater que depuis que la science a réfuté l'existence des races, l'antiracisme est plus facile à défendre. Et ce serait dommage de ne pas profiter de cet avantage. Mais n'oublions pas que si un jour les scientifiques changeaient d'avis, les antiracistes pourraient continuer à se battre sur le plan éthique. Pour résumer, si les races existaient, ça ne justifierait pas pour autant le racisme. Mais puisque les races, jusqu'à preuve du contraire, n'existent pas, alors le racisme n'est pas seulement condamnable au plan éthique, il est aussi irrationnel. De la même façon, depuis qu'on sait que la Terre est ronde, toutes les idéologies qui supposeraient au départ que la Terre est plate peuvent être rejetées parce qu'elles sont irrationnelles, avant même de se demander ce qu'elles valent au plan éthique. De nos jours, le spencerisme a été largement abandonné. Peu de libéraux justifient encore leur idéologie par la sélection naturelle. Les progrès de la science ont rendu la sélection naturelle bien trop complexe et nuancée pour être récupérée aussi facilement qu'avant. Mais surtout, ce qui a changé depuis le 19e siècle, c'est notre éthique. Affirmer que les faibles doivent mourir dans l'indifférence, c'est devenu beaucoup moins acceptable qu'à l'époque. Pour beaucoup de gens, ça paraît même invraisemblable de penser qu'un tel discours ait pu sembler normal il n'y a pas si longtemps dans le passé. Les néolibéraux sont donc revenus à des arguments plus classiques d'Adam Smith en les réactualisant un peu. Il y a énormément de choses à dire sur ces arguments, aussi bien au plan éthique que scientifique. Donc on est loin d'en avoir fini avec le libéralisme, on va y revenir dans plusieurs épisodes. En attendant, souvenez-vous que si la science a un rôle important à jouer en politique, elle ne suffira jamais à départager les idéologies. Avec les mêmes données scientifiques de départ, on n'aboutira pas aux mêmes conclusions selon notre idéal de société, donc selon nos valeurs personnelles. Tout idéologue qui prétend se baser entièrement sur la science passe forcément sous silence l'étape 2 de son raisonnement. Et si elle est suffisamment ancrée dans les préjugés de chacun, personne ne s'en rendra compte. Cette étape 2, le choix subjectif d'un idéal, c'est ce qui distinguera toujours une idéologie d'une théorie scientifique. Et c'est pour ça que la politique ne pourra jamais être une science, même si elle a beaucoup à apprendre de la science. En fait, même sans se réclamer de la science, la plupart des leaders politiques passent sous silence cette étape, consciemment ou non, parce qu'ils ont intérêt à cacher ou ne pas voir la part de subjectivité dans leur projet. Et tant qu'on ne prend pas conscience que tout le monde devienne parfaitement flou. Rien n'est inné, rien n'est acquis, tout est à la fois inné et acquis. Une adaptation, c'est l'adéquation temporaire entre des gènes particuliers et un environnement particulier, et tout ça change en permanence. Bon, avec tous ces arguments, on peut déjà dire que le darwinisme ne donne pas raison au spencerisme. Mais est-ce qu'il lui donne tort? Non, pas vraiment. La notion de compétition est beaucoup plus complexe dans la sélection naturelle que dans le projet de société libérale, mais on ne peut pas nier qu'elle en fait partie. Et si les libéraux rêvent que la société humaine ressemble à la compétition entre individus dans les espèces non sociales, c'est leur droit. J'aurais voulu être un prodige. Simplement, ils ne peuvent pas dire que la sélection naturelle nous prouve qu'il faut défendre ce projet de société. Non seulement parce que la sélection naturelle est beaucoup plus complexe, mais surtout, parce que la science ne peut pas nous dire ce qu'il faut faire. Le rôle de la science, c'est de nous dire comment le monde fonctionne, ce qu'il est possible ou pas de faire. Elle peut même prévoir les conséquences de nos choix, mais le choix lui-même, la décision finale, dépend de choses sur lesquelles la science n'a rien à dire. Notre morale, notre éthique, nos croyances, nos valeurs, nos envies, nos craintes, nos goûts, bref, notre subjectivité. Pour le dire de façon plus savante, la science est descriptive, elle n'est pas prescriptive. Quand la science nous dit qu'il est possible d'obtenir une grande quantité d'énergie en divisant des atomes, elle ne nous dit pas si on doit ou non fabriquer et utiliser des bombes atomiques. De la même façon, quand la science nous dit que la compétition est l'un des moteurs de la sélection naturelle, elle ne nous dit pas si on doit ou non choisir un modèle de société basé sur la compétition. Dites-Mitl, je suis ton toi du passé en train d'essayer de faire un épisode pour démonter le racisme à partir de données scientifiques. Tu serais pas en train de me contredire par hasard? Non. Parce que, comme le dit Étienne Klein, la science ne dit pas ce que nous devons penser, mais parfois elle nous indique ce que nous ne pouvons plus croire. Ah, je sens que c'est pas clair. Alors reprenons.
Construire une idéologie politique, ça se fait en 3 étapes. Étape 1, on fait un constat du monde tel qu'il a été jusqu'à maintenant. Étape 2, on imagine comment le monde devrait être. Étape 3, on élabore une méthode pour passer du monde tel qu'il est au monde tel qu'il devrait être. Et c'est cette méthode qui deviendra notre projet politique. À l'étape 1, la science a toute sa place. Décrire le monde, c'est son boulot. Elle est aussi très utile pour l'étape 3. Une fois qu'on a un point de départ et un point d'arrivée, la science peut nous aider à trouver la méthode la plus efficace pour se rapprocher de notre idéal à partir du monde actuel. La partie où la science n'a rien à dire, c'est l'étape 2, le choix de notre idéal de société. Il peut être très différent du monde actuel ou juste un peu différent. Il peut correspondre à un monde qui a déjà existé dans le passé ou à un tout nouveau monde qui n'a jamais existé. Et si le monde actuel nous convient, notre monde idéal, ce sera le monde actuel. On résume souvent le spencerisme comme ça. La sélection naturelle fonctionne sur la compétition, donc on doit favoriser la compétition dans la société humaine. Sauf que, en le disant comme ça, on passe directement de l'étape 1 à l'étape 3 en passant sous silence l'étape 2. En fait, le spencerisme, c'est plutôt étape 1, la sélection naturelle fonctionne sur la compétition. Étape 2, nous devons calquer ça n'a pas empêché les mouvements antiracistes de naître en même temps que le racisme. Les antiracistes de l'époque croyaient tout autant que les racistes à l'existence des races humaines. Beaucoup croyaient même en une hiérarchie naturelle entre les races. Mais ils n'étaient pas d'accord avec les racistes sur l'étape 2, et donc sur l'étape 3. Ils n'étaient pas d'accord pour calquer la société humaine sur la nature. Ils pensaient que la volonté d'égalité et de justice devait dépasser la volonté d'imiter la nature. Et ça n'a rien d'extraordinaire, on fait ça dans plein d'autres domaines. Personne ne nie qu'il y a objectivement des différences entre un grand et un petit, entre un vagin et un pénis, entre une vieille et une jeune, entre un malade et un bien portant, entre une génie et un imbécile, etc. Et il n'est pas bien difficile de choisir arbitrairement des critères pour les hiérarchiser. Par exemple, organiser une course entre une championne olympique et une grand-mère arthritique. Vous n'aurez aucun mal à établir une hiérarchie. Est-ce qu'on doit pour autant donner moins de droits à la grand-mère qu'à la championne ? Ça dépend de vos valeurs. On doit constater que depuis que la science a réfuté l'existence des races, l'antiracisme est plus facile à défendre. Et ce serait dommage de ne pas profiter de cet avantage. Mais n'oublions pas que si un jour les scientifiques changeaient d'avis, les antiracistes pourraient continuer à se battre sur le plan éthique. Pour résumer, si les races existaient, ça ne justifierait pas pour autant le racisme. Mais puisque les races, jusqu'à preuve du contraire, n'existent pas, alors le racisme n'est pas seulement condamnable au plan éthique, il est aussi irrationnel. De la même façon, depuis qu'on sait que la Terre est ronde, toutes les idéologies qui supposeraient au départ que la Terre est plate peuvent être rejetées parce qu'elles sont irrationnelles, avant même de se demander ce qu'elles valent au plan éthique. De nos jours, le spencerisme a été largement abandonné. Peu de libéraux justifient encore leur idéologie par la sélection naturelle. Les progrès de la science ont rendu la sélection naturelle bien trop complexe et nuancée pour être récupérée aussi facilement qu'avant. Mais surtout, ce qui a changé depuis le 19e siècle, c'est notre éthique. Affirmer que les faibles doivent mourir dans l'indifférence, c'est devenu beaucoup moins acceptable qu'à l'époque. Pour beaucoup de gens, ça paraît même invraisemblable de penser qu'un tel discours ait pu sembler normal il n'y a pas si longtemps dans le passé. Les néolibéraux sont donc revenus à des arguments plus classiques d'Adam Smith en les réactualisant un peu. Il y a énormément de choses à dire sur ces arguments, aussi bien au plan éthique que scientifique. Donc on est loin d'en avoir fini avec le libéralisme, on va y revenir dans plusieurs épisodes. En attendant, souvenez-vous que si la science a un rôle important à jouer en politique, elle ne suffira jamais à départager les idéologies. Avec les mêmes données scientifiques de départ, on n'aboutira pas aux mêmes conclusions selon notre idéal de société, donc selon nos valeurs personnelles. Tout idéologue qui prétend se baser entièrement sur la science passe forcément sous silence l'étape 2 de son raisonnement. Et si elle est suffisamment ancrée dans les préjugés de chacun, personne ne s'en rendra compte. Cette étape 2, le choix subjectif d'un idéal, c'est ce qui distinguera toujours une idéologie d'une théorie scientifique. Et c'est pour ça que la politique ne pourra jamais être une science, même si elle a beaucoup à apprendre de la science. En fait, même sans se réclamer de la science, la plupart des leaders politiques passent sous silence cette étape, consciemment ou non, parce qu'ils ont intérêt à cacher ou ne pas voir la part de subjectivité dans leur projet. Et tant qu'on ne prend pas conscience que tout le monde n'a pas le même avis sur ce qu'est un monde... Bonne chance! Eh bien bravo, vous êtes engagé. Salut, c'est Didymitle pour le 5e épisode d'Esprit Critique. Aujourd'hui, on va parler du darwinisme social. Mais en fait, ce sera un vil prétexte pour parler des rapports entre science et politique.
Même si on peut trouver des précurseurs du libéralisme bien avant, c'est au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, qu'on trouve les philosophes considérés comme les fondateurs du libéralisme. On peut citer Locke, Hume, Montesquieu, Voltaire, etc. Cette philosophie politique se base sur l'idée qu'il existe des droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, qui existent depuis toujours, qu'ils soient ou non respectés par les pouvoirs politiques de telle ou telle époque. Les libéraux ne sont pas tous d'accord sur la liste de ces droits, mais il y en a deux qui font à peu près consensus parmi tous les auteurs: la liberté et la propriété privée. Ils ne sont pas non plus tous d'accord sur l'origine de ces droits, mais la plupart des auteurs libéraux de l'époque sont déistes et ils considèrent que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Il a créé l'homme avec une certaine nature, et c'est cette nature humaine qui justifie l'existence des droits naturels. Cette philosophie se décline sur tous les aspects de la société humaine. Les libéraux font des propositions en matière d'institutions, de morale, de mœurs, etc., qu'on aura l'occasion d'aborder dans d'autres épisodes. Mais un des aspects du libéralisme a largement pris le pas sur les autres pour en devenir le moteur principal, et c'est le libéralisme économique. Adam Smith est considéré à la fois comme le principal fondateur du libéralisme économique et comme le principal fondateur de l'économie comme discipline scientifique. Avec son livre intitulé Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, ou plus simplement La richesse des nations, publié en 1776. La thèse principale d'Adam Smith, c'est que la nature humaine nous pousse spontanément à échanger des biens et des services, à fonder naturellement des marchés, basés d'abord sur le troc puis sur la monnaie. Les humains étant naturellement faits pour le marché, quand les individus peuvent commercer librement en cherchant simplement chacun leur intérêt personnel, un équilibre naturel apparaît, la main invisible du marché permettant d'obtenir le système le plus juste possible. Alors à ce stade, une précision s'impose. Quand Adam Smith parle d'un système juste, il ne parle pas d'un système où la richesse et le bonheur seraient à peu près partagés équitablement, mais d'un système méritocratique, où ceux qui méritent beaucoup ont beaucoup, et ceux qui méritent moins ont moins. C'est une erreur d'interprétation très courante, aussi bien chez les adversaires que chez les partisans actuel du libéralisme. Aujourd'hui, le débat sur le libéralisme tourne souvent autour de questions telles que est-ce que le libéralisme fait le bonheur de tous? Les antilibéraux disent que non, puisqu'il y a plein de malheurs dans la société libérale, et les néolibéraux leur répondent que s'il y a du malheur, c'est parce qu'on n'est pas divisé en races. Et même chez les espèces qui sont réellement divisées en sous-espèces, aucune n'est supérieure à l'autre. Elles sont chacune autant adaptées à leur milieu particulier. Et puis d'une manière générale, la notion de hiérarchie n'est pas scientifique. Elle dépend toujours d'un choix subjectif et arbitraire de critères. Sur l'étape 2, c'est la même que pour le spencerisme. La science n'a toujours rien à dire, c'est toujours une question de valeur. Mais à nouveau, sur l'étape 3, la science contredit les thèses racistes. Puisque les races n'existent pas, il ne peut pas y avoir de méthode pour les respecter et les préserver dans la société. En fait, si une idéologie ne passe pas l'étape 1, si elle se trompe sur le constat de départ, il n'y a même pas besoin de regarder les étapes suivantes pour savoir que l'étape 3 sera irrationnelle. Imaginons maintenant que la science donne un jour raison aux racistes sur l'étape 1. Finalement, il existerait bien des races et elles seraient objectivement hiérarchisées. Dans ce cas, il resterait quand même 2 étapes aux antiracistes pour s'opposer au racisme. Parce que déjà, la science n'a toujours rien à dire sur l'étape 2. Même si les races existaient, et même si on pouvait établir une hiérarchie, rien ne nous empêcherait de choisir quand même de traiter toutes les races à égalité dans la société humaine. Et puis, la science contredirait quand même les racistes à l'étape 3. Même si on voulait maintenir la supériorité d'une race supérieure, quel que soit le critère qu'on prend pour définir cette supériorité, la meilleure méthode ne serait pas du tout la ségrégation, qui mène à plus de consanguinité, à un appauvrissement du pool génétique, moins de chances de s'adapter au changement de l'environnement. Non, la meilleure méthode, ce serait au contraire le métissage. C'est ce qui donne à un groupe les meilleures chances de profiter des mutations avantageuses qui pourraient apparaître dans les autres races, et de s'assurer que les mutations désavantageuses disparaîtront plus vite. Cette hypothèse où la science nous dirait que les races existent n'est pas qu'une hypothèse. Au 19e siècle, c'est ce que disaient la plupart des scientifiques. Et ça n'a pas empêché les mouvements antiracistes de naître en même temps que le racisme. Les antiracistes de l'époque croyaient tout autant que les racistes à l'existence des races humaines. Beaucoup croyaient même en une hiérarchie naturelle entre les races. Mais ils n'étaient pas d'accord avec les racistes sur l'étape 2, et donc sur l'étape 3. Ils n'étaient pas d'accord pour calquer la société humaine sur la nature. Ils pensaient que la volonté d'égalité et de justice devait dépasser la volonté d'imiter la nature. Et ça n'a rien d'extraordinaire, on fait ça dans plein d'autres domaines. Personne ne nie qu'il y a objectivement des différences entre un grand et un petit, entre un vagin et un pénis, entre une vieille et une jeune, entre un malade et un bien portant, entre une génie et un imbécile, etc. Et il n'est pas bien difficile de choisir arbitrairement des critères pour les hiérarchiser. Par exemple, organiser une course entre une championne olympique et une grand-mère arthritique. Vous n'aurez aucun mal à établir une hiérarchie. Est-ce qu'on doit pour autant donner moins de droits à la grand-mère qu'à la championne? Ça dépend de vos valeurs. On doit constater que depuis que la science a réfuté l'existence des races, l'antiracisme est plus facile à défendre. Et ce serait dommage de ne pas profiter de cet avantage. Mais n'oublions pas que si un jour les scientifiques changeaient d'avis, les antiracistes pourraient continuer à se battre sur le plan éthique.
Pour résumer, si les races existaient, ça ne justifierait pas pour autant le racisme. Mais puisque les races, jusqu'à preuve du contraire, n'existent pas, alors le racisme n'est pas seulement condamnable au plan éthique, il est aussi irrationnel. De la même façon, depuis qu'on sait que la Terre est ronde, toutes les idéologies qui supposeraient au départ que la Terre est plate peuvent individus talentueux profiter de leur talent, et les individus médiocres disparaître du fait de leur médiocrité. Spencer ne permet pas seulement au libéralisme de se sentir conforté dans ses théories, il le rend encore plus violent, en désignant toute forme d'entraide, de solidarité, de protection des faibles comme un crime contre l'espèce humaine. En empêchant les forts d'écraser les faibles comme l'exige la nature, on permet à des mutations handicapantes de se répandre. Donc les politiques sociales nous condamnent à la dégénérescence et à la disparition. Partout où les théories de Darwin ont eu du succès, celles de Spencer sont venues dans les bagages. Le spencerisme a justifié la violence extrême du libéralisme du 19e siècle et une lutte acharnée contre toutes les formes de solidarité. C'est d'ailleurs amusant de voir que ce qui a plutôt préservé la France du spencerisme à l'époque, c'est que les Français étaient trop chauvins pour accepter les théories de Darwin. Ils préféraient leur Jean-Baptiste Lamarck national. Mais Darwin lui-même, qu'est-ce qu'il en pensait de tout ça ? En dévoilant sa théorie, Darwin savait qu'il allait non seulement à l'encontre du consensus scientifique de l'époque, mais surtout à l'encontre de la doctrine de l'Église, et que l'opposition serait forcément violente. Pour atténuer un peu le choc, il a donc décidé de ne pas du tout parler des humains dans l'origine des espèces. Et ce n'était pas vraiment une bonne idée. L'exposé de sa théorie parlant de l'ensemble du vivant, on se doute bien à la lecture que l'homo sapiens est lui aussi concerné. Et ses opposants ne s'y sont pas trompés en l'attaquant là-dessus sans attendre qu'il s'exprime sur le sujet. Mais surtout, le silence de Darwin a permis à d'autres de parler à sa place. On peut citer Ernst Haeckel qui l'a utilisé pour justifier le racisme, Francis Galton pour l'eugénisme, et bien sûr Herbert Spencer pour le soi-disant darwinisme social. Avec les correspondances privées de Darwin, on sait maintenant qu'il n'appréciait pas ces théories, particulièrement le spencerisme. Mais pourtant, il a gardé le silence pendant 12 ans, avant de prendre enfin la parole dans son livre de 1871, La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe. Et ce livre est une réfutation point par point du spencerisme. Voyons quelques arguments darwinistes contre le spencerisme, dont certains sont en fait perceptibles dès l'origine des espèces d'ailleurs. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, la notion de mutation avantageuse ou handicapante dépend entièrement du milieu. Un avantage dans un certain milieu peut être un handicap dans un autre milieu, et inversement. Personne ne peut donc dire qui est mieux ou moins bien adapté dans l'absolu, ça dépend du milieu dans lequel on vit. Et l'être humain vivant dans des milieux très variés, ça veut dire que les mieux adaptés ne sont pas les mêmes partout. Mais mieux que ça, le milieu ne peut pas être considéré comme une donnée fixe, il évolue sans cesse. Bien sûr, le climat, les montagnes, les fleuves, etc., tout ça se modifie très lentement. Mais le milieu d'un être vivant, c'est d'abord les autres êtres vivants. Notre milieu se transforme en permanence à mesure que se transforment les espèces autour de nous, ce qui fait déjà des changements plus rapides. Du coup, la notion d'adaptation devient provisoire, et il est impossible de dire si un avantage actuel ne deviendra pas un handicap dans le futur ou inversement. Et puis, les êtres vivants qui nous entourent, ce sont nos prédateurs, nos proies, nos maladies, nos parasites et tout l'écosystème autour, mais aussi et surtout les autres individus de notre espèce. La notion de sélection sexuelle est un bon exemple de ça. À partir du moment